Dans cet espace, on a essayé de recréer un espace qu'on a retrouvé chez une intervenante, une psychopraticienne, qui propose des formations sur l'approche centrée à la personne et qui nous a reçus avec extrêmement de gentillesse chez elle, à Meudon, dans son cabinet. Donc on a reproduit un petit peu vraiment l'effet cocon dans lequel nous nous sommes retrouvés à plusieurs avec notre groupe. Et dans cet espace, en fait, on a pu vraiment parler avec beaucoup d'authenticité et travailler sur certains exercices d'écoute. Voilà. Ce qui se passe quoi. Donc du coup après tu repars sur du bêta, ou tu repars sur des sens. Tu lui as dit. Attention, c'est pas. Attends, ça peut vite. Voilà, tu vois, c'est plus joli au niveau du son. Et vas-y, tu peux mettre un peu plus de poids au niveau de ton cou. Voilà, super. Alors pourquoi le côté instrumental de Monsieur Rogers? Tout simplement parce que j'ai lu un livre qui s'appelle La thérapie de la personne et que Monsieur Rogers disait qu'une fausse note peut apporter une autre lumière. Et je trouvais ça sympa pour des personnes qui n'ont quasiment jamais utilisé un violoncelle ou vu un violoncelle ou un violon, de pouvoir l'utiliser et de sentir les sensations et les vibrations que cela procure. Comme ça, nous pouvons partir sur une thérapie, à savoir quelles étaient les sensations que ça procurait et après aller plus loin au sein de la thérapie. pédagogue que nous a proposé Initiative. Nous avons choisi de travailler sur le malien Amadou Hampâté-Bâ, qui était conteur, historien, ethnologue, homme de religion, voilà, qui est un homme très très riche, qui a transmis énormément de valeurs. Après beaucoup de partage, beaucoup de solidarité, et on a voulu par ce biais-là transmettre tout ça en fait à tout le monde, quoi. Ouais, des valeurs d'humanité. Diffuser des bonnes ondes quoi, partout. Voilà. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Aussi, ouais. Oui, en nous-mêmes, dans les autres, remettre en question, et d'avoir vraiment... remettre en question. C'était un plaisir de travailler. Il y a des... un plaisir de travailler en groupe. Un peu de diversité, mais... Un peu rien. Ça se voit pas. La négritude ne se mesure pas. De mélanine. Voilà.
C'est dans l'esprit, et dans la culture. Le message d'hier ne pourrait être transmis à demain. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'Amadou, tout au long de sa vie, s'est consacré aux contes. D'abord en les écoutant, puis en les recueillant et en les transcrivant. Le conte représente bien un outil pédagogique. Aujourd'hui, tu converses avec ce baobab, et demain, tu écouteras le lézard de la brousse chanter. Et après-demain, tu chanteras avec les cailloux tombant des falaises de Bandiagara. De la nature peut révéler des richesses insoupçonnées. Mais comment sais-tu tant de choses, toi qui ne sais ni lire ni écrire? Parce que depuis que ma mère m'a enfanté, j'écoute les histoires que l'on raconte dans les villages, au pied des arbres à palabres, comme celui-ci. Ces histoires, ces contes sont notre histoire. L'histoire de l'humanité et des forces qui dirigent notre monde. Le fou n'est pas forcément celui que l'on croit. Divagues-tu encore ou te moques-tu de moi? Ni l'un ni l'autre, petit. Je partage avec toi un secret de la nature. Il faut alors couper ces branches malades afin qu'elles n'épuisent pas notre sève vitale et arrêtent notre croissance. Ne vous cherchez pas au dehors. Vous n'êtes pas au dehors, vous êtes en vous-même. Cherchez-vous, trouvez-vous, sachez qui vous êtes, et vous serez alors qui vous voulez être. Soyez pleinement vous-même et ouvert aux autres. Soyez toujours à l'écoute de l'autre. Connais-toi toi-même et prends conscience de ton rôle au sein de la société. Un jeune qui ne se connaît pas fera un vieux voyou. Un jeune qui ne s'aime pas deviendra un vieux clochard. Un jeune qui n'accepte pas d'être élève ne sera jamais maître. On avait envie de parler d'un des messages, c'est l'enthousiasme. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas transmettre sans enthousiasme, sans joie, sans bonheur d'apprendre, de transmettre, d'échanger. Les mots qui vous viendraient à l'esprit pour décrire cet objet-là. C'est moche. Voilà. Allez-y, dites tout ce qui vous passe par l'esprit. Il est rond. Utile. C'est vide. C'est vide. Il est creux. Il est simple. Pas intéressant. Il n'est pas intéressant. Non, j'ai envie de le prendre dans les mains. Alors maintenant, là vous étiez négatif, triste, aigri, pas intéressé. Maintenant vous êtes heureux d'être là, vous êtes heureux de partager ce moment avec nous. On vous apprend plein de choses formidables et cet objet, vous découvrez, c'est l'objet le plus merveilleux du monde. Comment est-ce que vous le décrivez? Magnifique. Il est beau, Il est utile. Profond. Ça peut servir, il est profond. Il a été fait par la main de l'homme. Avant tout, il s'est voulu un éternel chercheur, un éternel élève, et aujourd'hui encore, sa soif d'apprendre est aussi vive qu'au premier jour. Un dernier extrait. À notre époque si grosse de menaces de toutes sortes, les hommes doivent mettre l'accent non plus sur ce qui les sépare, mais sur ce qu'ils ont de commun dans le respect de l'identité de chacun. La rencontre et l'écoute de l'autre sont toujours plus enrichissantes, même pour l'épanouissement de sa propre identité, que les conflits ou les discussions stériles pour imposer son propre point de vue. Un vieux maître d'Afrique disait « Il y a ma vérité et ta vérité qui ne se rencontreront jamais. La vérité se trouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre. » En fait, ce qu'Amadou Hampâté-Bâ voulait dire dans ce message, c'est qu'il demande aux jeunes de prendre conscience, de faire émerger peu à peu un nouvel état d'esprit, plus orienté vers la complémentarité et la solidarité, tant individuelle qu'internationale. Il évoque le concept d'interdépendance, de paix et de développement de soi. Et alors, on se questionne, c'est vous, en tant qu'éducateur, comment pensez-vous aider les jeunes à faire émerger cet état d'esprit? Voilà.
tâtonnement expérimental. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va chercher ces informations et qui va essayer de découvrir des choses par lui-même sans qu'on lui livre les informations et que du coup il les apprenne bêtement. Et du coup le principe du jeu c'est que vous avez des questions et si vous avez des doutes ou si vous ne connaissez pas la réponse, il y a des affiches de couleurs qui correspondent à la case sur laquelle vous tombez où il y a des réponses et sinon il faut s'adresser aux personnes avec la couleur où il y a son prénom décrit dessus qui pourra aussi en dialoguant avec vous donner les réponses. Voilà. C'est les arts manuels et donc le jeune, quand les mains travaillent avec l'esprit, ça lui permet d'être plus concentré sur son travail. Et que Salomon, il a inventé la méthode parce qu'il a pensé que certains jeunes, ils n'arrivent pas à suivre. Ils se décrochent pendant 2-3 heures. Et donc il a inventé la méthode justement pour attirer des jeunes qui n'arrivent pas à suivre à l'école. Et ça a créé, on va dire, c'est l'ancêtre des écoles professionnelles, des lycées professionnels. Malheureusement, la méthode n'a pas été très suivie en France. Il y a une école en Suède qui s'appelle NAS et il y a une autre école à Boston, aux États-Unis. Mais en France, elle n'a pas été suivie vu les courants qui sont plus développés en France que le courant de Otto Salomon. Voilà, et espérons que cette méthode elle sera réenseignée en France pour motiver des jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ne sont pas attirés par les cours théoriques classiques, qui va justement les réinsérer dans la vie active et dans la vie professionnelle pour avoir un métier. Voilà. Et là, toujours politique. Alors du coup, premier atelier, en fait, on a fait un atelier pâte d'amande où ils pouvaient créer ce qu'ils voulaient. Vous avez le son avec ? Oui. D'accord, ok. Et les enfants de l'IMP, c'était quel IMP ? Ouais, un IMP à Paris, je sais pas exactement lequel. Là, on avait un atelier création de petites plantes avec des lentilles. On remplissait l'œuf cassé en deux avec du coton, un peu d'eau et des lentilles. Et on les personnalisait. Et là, un atelier Playmates avec les enfants aussi, pareil. Voilà, donc voilà. Mais l'objectif ? L'objectif, dextérité, création, libre choix. Okay. Voilà dans l'ensemble ce qu'on a proposé. En rapport avec la nature, ses cours se faisaient en plein air, sous un arbre, voilà. Donc il voulait ouvrir en fait les études, qu'elles soient un peu plus intellectuelles pour tout le monde, que l'apprentissage soit plus facile pour les jeunes, mais aussi pour que ce soit accessible à tous. Parce que le problème, c'est qu'il n'y avait que ceux qui comprenaient l'anglais, qui pouvaient se payer des précepteurs en anglais, qui accédaient à l'éducation. Et que pour lui, l'évolution et le fait, et pour que l'Inde devienne un grand pays, ça doit se passer par l'éducation. Mais on va la donner avant de commencer la deuxième partie. On est chaud, sinon, je peux la faire.
La même note de départ pour tout le monde. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ça va? On a fait un peu... Tu peux pas la refaire là, celle la basse là? Pas mal. Dans le cadre du forum sur Fernand Deligny, nous avons organisé un voyage dans les Cévennes pour aller à la rencontre de M. Jacquelin, l'un de ses compagnons. Le but de ce voyage était de savoir ce qu'il reste de la démarche expérimentale de Fernand Deligny. On a fait notre exposé sur le pédagogue Fernand Deligny, et, qui est né en 1913 et qui est décédé en 1996. Donc en fait, Deligny était un pédagogue, écrivain, réalisateur de films. Il a commencé par s'occuper d'enfants inadaptés. Il a commencé par des enfants délinquants en fait. Et il a poursuivi avec des enfants autistes multiques, principalement. Dans les Cévennes. Ouais, dans les Cévennes. Donc bah vas-y. Donc il a mis en place dans un premier temps donc, ce qu'on appelle donc, la Grande Cordée. Donc c'était en 1947-48. Donc il s'agit là donc d'une organisation expérimentale donc de cure libre. Donc pour adolescents donc autistes. Donc de là il a mis en place tout ça. Il l'a développé vraiment sur plusieurs années. Ça s'est pas fait comme ça non plus. Donc tout au long de sa vie, il a été accompagné donc, par pas mal de personnes. Donc on a là par exemple les principaux compagnons qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Donc on a rencontré Monsieur Jacquelin à Monoblet. Voilà, donc et sa compagne Gisèle. Voilà. Donc là, on a mis un peu tous les compagnons qui l'ont aidé pour réaliser des films, pour monter ses structures, la Grande Cordée, pour réaliser aussi, pas l'institution, mais le lieu de vie du Monoblet qu'on a eu l'occasion d'aller visiter, entre guillemets. Et dans ces structures, en fait, il a mis plein de choses en place, dont les lignes d'air, qui se trouvent ici. Donc voilà, donc les lignes d'air ont été tracées de 1969 à 1979, donc 10 ans. Donc en fait, c'est arrivé suite à une discussion entre Jacquelin, donc une présence proche, et Fernand Deligny. Donc ensuite, Jacquelin se questionnant beaucoup par rapport à l'attitude des gamins, et Deligny lui a proposé de tracer les trajets, les trajets des autistes, et puis leurs propres trajets. Donc en fait c'était sous forme de cartes, donc c'est pour ça carte ou ligne d'air. Et en fait sur ces cartes là on voit juste vraiment les trajets d'un point à un autre, par exemple de la cave au grenier où tout a été tracé. Et en fait encore une fois on insiste bien sur le fait que c'est pas une méthode, c'est vraiment une recherche. Les lignes d'air c'est vraiment une recherche qui permet donc notamment de voir ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Donc voilà. Donc suite à ça, il y a eu beaucoup de travaux réalisés, dont son film, ce gamin-là, qu'il a réalisé avec Renaud Victor, qui parle des lignes d'air. Donc ensuite, un livre complet qui parle juste des cartes des lignes d'air, donc de Sandra Alvarez de Toledo, qui a fait notamment beaucoup d'ouvrages sur Fernand Deligny, qui le connaît parfaitement. Et en fait, on a tout le livre
qui montre les cartes et puis après qui donne une description de ce qu'on voit. Encore une fois, il n'y a pas d'interprétation. Ça, c'est à chacun de faire son interprétation. Deligny a lancé des pistes. Il n'a pas créé une théorie ni une méthode, je le répète, parce que c'est vraiment ce qui caractérise Fernand Deligny. Donc voilà, donc notamment on a mis en place un petit atelier exprimez-vous, donc parce qu'en fait c'était un peu ça, voilà, Fernand Deligny, c'était l'expression, voilà, être libre, faire ce qu'on veut, sans contrainte. En fait, Deligny ne pose pas de méthode, mais plutôt un questionnement de chacun à faire évoluer les choses et à, sans interpréter, mais à faire avancer les choses par l'observation. Et notamment, il a écrit un livre dont on peut retrouver plusieurs citations qui sont accrochées un peu partout et qui sont tirées de son livre Graines de crapule pour un éducateur qui voudrait en cultiver. Et ça retrace un peu toutes ces petites interpellations, ces petits questionnements à lui qu'il a mis sous forme de phrases et de citations en fait. Donc voilà, et la fin de notre exposé, donc on a fait un livret, donc je vous laisse regarder par vous-même. Donc qui retrace toutes nos recherches, hein. Donc il y a donc sa bio forcément, sa chronologie, donc les compagnons, donc avec leur bio et l'interaction qu'ils ont eue auprès de Fernand Deligny. Ensuite on parle du coutumier, donc du quotidien qu'il y avait dans la structure. Les lignes d'air et notre rencontre avec Jacqueline, puisque Tom va vous présenter, on a rédigé un montage. Donc on a fait un reportage donc, dans les Cévennes pour la rencontre de Jacqueline, donc un compagnon de Fernand Deligny. Et on a voulu l'interviewer. Donc on est parti un jeudi soir vers minuit en voiture à 6 avec un petit groupe, le groupe avec lequel on travaille aujourd'hui. Donc on a mis quand même pas mal de temps avant d'arriver sur les lieux, et une fois arrivé il nous a reçus très humblement, il était très sympathique, il nous transmettait en fait les choses avec beaucoup de sincérité et c'est vraiment quelqu'un de très simple, c'est très intéressant. Donc du coup on a filmé, on a eu à peu près 3 heures d'interview. Donc moi je me suis occupé de tout ce qui est la partie film et montage. Donc moi j'y connaissais pas grand chose, mais je me suis un peu formé sur le terrain. Et ça a rendu une vidéo de 30 minutes, donc avec un petit résumé de notre voyage à nous et de l'interview de Jacqueline. Voilà. Et par la même occasion, Monsieur Jacqueline nous a gentiment envoyé l'évaluation interne de la structure, qui est un peu non conventionnelle parce que ça reste une structure expérimentale et non institutionnelle. Donc on s'est permis d'afficher l'évaluation interne de l'établissement dans lequel il développe vraiment l'idée que c'est pas une institution, ça reste quelque chose de hors norme et c'est je pense que c'est l'une des seules structures en France encore debout, enfin la seule qui reste de Deligny en fait. Accompagnée par ses compagnons en fait, c'est eux qui aujourd'hui continuent à faire vivre ce qu'il a créé en fait, entre guillemets. Je me suis déjà cassé la feuille. Ah bah non, devant l'Afrique. Oui, devant le banc ou pas. Je vais t'inviter à rentrer en Afrique. Mais non, rentrer en Afrique. Faut s'asseoir sur la chaise, hein. Ah non, non. On connaît déjà. Mais elles sont bien ces chaises-là, hein. Comment dire. Quand on s'assoit, on est pas sûr de se lever.